Allez, c'est parti. On va décortiquer ensemble ce monde un peu complexe du Bitcoin, KYC et non KYC. L'idée, c'est vraiment de clarifier les choses et de voir quelles sont les stratégies qui s'offrent à nous. Bon, alors, on va aller droit au but. La question qui est vraiment au centre de tout ce débat, c'est celle-ci. Et pour y répondre, voilà le plan de match. On va commencer tout doux avec les bases, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, et puis on avancera petit à petit pour construire une approche qui soit vraiment personnelle. Alors, première étape, les fondations. Qu'est-ce que ça veut dire au juste KIC? Surtout quand on parle de Bitcoin. KIC, ça veut dire Know Your Customer ou Connaissez votre client. En gros, c'est une procédure d'identification. Les plateformes crypto sont obligées de faire ça pour respecter les règles, notamment pour lutter contre le blanchiment d'argent. C'est ce qui va lier une identité bien réelle à des activités crypto. Et comment ça se passe concrètement? Eh bien, c'est assez simple en général. D'abord, on donne ses infos perso, nom, adresse. Ensuite, on envoie une copie d'une pièce d'identité. Et enfin, souvent, il faut une petite photo ou une courte vidéo pour bien prouver que c'est nous. Et voilà, on passe d'un utilisateur anonyme à un client bien identifié sur la plateforme. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, explorons la première grande voie, la stratégie 100% KYC, c'est-à-dire quand on décide de passer uniquement par des services qui demandent une identification. Là, on voit tout de suite le dilemme. D'un côté, les avantages sont clairs. C'est super simple pour transférer ses fonds vers une banque classique et pour les impôts, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a un gros mais. Le principal inconvénient, c'est que notre identité est directement liée à nos bitcoins. Et ça nous expose à des risques, notamment en cas de fuite de données. Et c'est ça le point crucial. Avec le KYC, notre identité et ce qu'on possède en bitcoin sont liés dans une base de données. Si cette base de données fuite, et on sait que ça arrive, on devient une cible potentielle. Une cible de choix pour des gens mal intentionnés. C'est vraiment le risque à ne pas sous-estimer. Bon, passons maintenant à l'extrême opposé. La voie de la souveraineté, la stratégie 100% non KYC. Là, l'idée, c'est de prioriser la confidentialité et le contrôle total avant tout le reste. Et là encore, on a les deux faces de la même pièce. Côté avantage, on gagne un anonymat bien plus grand, on a un contrôle direct sur nos fonds et surtout plus aucun risque personnel si une plateforme se fait pirater. Par contre, côté inconvénient, ça se complique un peu. C'est plus complexe si on veut un jour reconvertir ses bitcoins en euros sur un compte en banque. Cette phrase résume parfaitement la philosophie derrière cette approche. L'idée, c'est vraiment ça. Sans KYC, on est le seul et unique maître de ses bitcoins. On atteint une souveraineté totale sans dépendre de qui que ce soit. Ok, donc on a vu les deux extrêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un choix en noir et blanc. Il y a toute une zone de gris au milieu. C'est la stratégie hybride qui consiste à essayer de prendre le meilleur des deux mondes. Prenons un premier exemple, qu'on pourrait appeler le bâtisseur. Imaginons quelqu'un qui a un gros projet, comme acheter une maison. Pour cette personne, ça peut être logique de garder, disons, 80% de ses bitcoins sur des plateformes KYC. Pourquoi? Parce que le jour où il faudra convertir tout ça en euros, ce sera beaucoup plus simple. Les 20% restants sont gardés en non KYC pour la souveraineté. Maintenant, le profil inverse, le gardien. Ici, la priorité absolue, c'est la sécurité. On va donc faire l'inverse. Garder 80% de ses avoirs en non KYC, bien à l'abri. Les 20% en KYC, c'est ce qu'on pourrait appeler un portefeuille leurre. En cas de menace, c'est ce portefeuille-là qu'on peut être contraint de céder, protégeant ainsi la majorité de son capital. C'est une sorte de panic wallet. Mais attention, peu importe la répartition choisie, il y a une pratique qui est absolument essentielle. C'est ce qu'on appelle le coin control, le contrôle des pièces. Il s'agit de s'assurer que les bitcoins KYC et non KYC ne se mélangent jamais. Il faut les garder dans des portefeuilles complètement séparés pour ne pas contaminer l'historique des pièces non KYC et préserver leur confidentialité. Et ça nous amène à un point fondamental. La stratégie parfaite, la recette miracle, eh bien elle n'existe pas. Tout simplement parce que la bonne stratégie n'est pas figée dans le marbre. Elle doit être vivante, elle doit s'adapter et évoluer avec nous au fil des étapes de la vie. Ce parcours de vie l'illustre très bien. Quand on est jeune, l'objectif principal est peut-être d'acheter sa résidence principale. Avoir 80% en KYC pour faciliter la conversion, ça a du sens. Des années plus tard, les priorités changent. L'objectif devient peut-être de préserver son patrimoine. Et là, la balance peut s'inverser complètement. 80% en non-KYC pour la sécurité maximale et 20% en KYC pour la liquidité. Au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout ça, c'est une question d'arbitrage personnel. La vraie question à se poser, c'est pour ma situation aujourd'hui, où est-ce que je place le curseur entre la commodité d'un côté et la souveraineté de l'autre?
C'est un calcul qui est propre à chacun, qui dépend de ses objectifs, de sa tolérance au risque et de ses principes.